Merci à tous d'être présents. Bonsoir. Nous sommes très honorés de recevoir ce soir Jean-Baptiste Brenet. Cher Jean-Baptiste, je suis très heureuse de t'accueillir et que tu aies accepté notre invitation. Et pas seulement au souvenir des échanges naguère à Nanterre, à l'université, où je rêvais que nous puissions travailler avec nos collègues arabisants, et je songe en particulier à Tahar Bekri, poète proche d'Abdelwahab Medeb, que, comme vous le savez, l'EFEP compte parmi ses fondateurs. Et si tu permets, j'aimerais mettre sous le signe d'Abdelwahab, qui nous a quittés voici juste un an, notre rencontre. Aujourd'hui, donc, tu as succédé à Rémi Brague à l'université Panthéon-Sorbonne, comme spécialiste de philosophie médiévale et, comme tu l'écris, philosophie arabe et philosophie latine. Tes travaux sont consacrés à Averroès, à Al-Farabi, à Thomas d'Aquin et à des penseurs moins connus de nous, moins connus du grand public, comme Sigère de Brabant, Jean de Jandun et Thomas Wilton. Je renvoie donc aux ouvrages qui sont cités en particulier sur la 4e de couverture de cet ouvrage tout récent dont tu vas nous parler ce soir et sur lequel nous allons travailler. Qu'en est-il donc de ce sujet que nous croyons être? Comment les philosophies, leur métaphysique, comment les religions le définissent-elles? Comment est-ce qu'elles l'informent ou comment est-ce qu'elles en explicitent la forme? Voilà quelles sont certaines de nos questions à l'EPHEP, dans le sillage de Freud et dans celui de Lacan, qui était un grand lecteur, un grand relecteur d'Aristote. Pierre-Christophe Catlino, qui va être ton discutant, a mis naguère en lumière, son ouvrage est aussi sur la table de l'entrée, peut-être à côté de lui, je ne sais pas, certains points saillants de cette relecture. Et il a œuvré également avec beaucoup de nos collègues du groupe dit de Cordoue à une réflexion sur le texte aristotélicien en tant que point de jonction et point d'interrogation entre les représentations des trois monothéismes, Ibn Rushd, Thomas, Maïmonide. De ton côté, tu vas à présent vers Freud en dénommant ton livre de ce beau titre un peu mystérieux, Averroès l'inquiétant. À mon sens, c'est très fort et, comme dirait quelqu'un, ça nous soulage. Parce que cela passe par se signifiant dans une autre langue et de ce fait d'emblée, ça nous arrache au ronron de la pensée, à la doxa, au discours courant. Unheimlich. Ce déport à lui seul me semble précieux. L'actualité de Freud pour exhumer ce qui apparaît en Averroès comme verdrängt, refoulé. Je trouve dans ton livre à la fois la passion de savoir, amor sciendi, et l'étonnement devant ce qui ne nous laisse pas tranquilles, qui est. Ton livre, pour moi, s'entend déjà comme une marque, un éloge, une invitation à l'intranquillité contre le be quiet et le monolithisme de la pensée. Merci, cher Jean-Baptiste, d'avoir accepté notre invitation et à toi la parole. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Et chère Anne, merci beaucoup de cette présentation et puis de l'invitation. Alors je vais essayer de retrouver un fil en commençant à parler avec vous. Je n'ai pas de notes, je pense que c'est mieux. Donc, pour vous présenter un peu l'objet du livre et ce qui m'a occupé dans ces pages. Celui dont je parle, j'aurais pu le présenter avec quelques-unes des formules qu'on lui a appliquées au cours de l'histoire et qui sont des formules assez terribles. On l'a appelé le diable, Satan, l'œuvre de Satan, le secrétaire de l'enfer, un chien enragé, un maudit dont la bouche puante crache à la face du ciel, le pire des impies, le pire des athées. Bon, cet homme, c'est Averroès. Et c'est de lui que donc je parle, en vous disant d'abord très rapidement qui il est. Averroès, c'est un homme du XIIe siècle, il est arabe, en fait il est andalou, il n'est pas ethniquement arabe, je dis qu'il est arabe parce qu'il s'exprime en arabe, il écrit en arabe, il ne connaît pas le grec ni le latin, donc sa langue et son monde c'est celui de l'islam, et il parle en arabe, il est musulman, et sa vie occupe tout le XIIe siècle, à peu près un siècle avant celui de la scolastique, qui naîtra pas si loin de Cordoue, à Paris, en France, avant de se déplacer en Italie.
Donc c'est un homme qui est né en 1126, il meurt en 1198, il s'appelle Ibn Rushd en arabe, et il est le personnage d'une double histoire. C'est-à-dire que c'est à la fois un homme qui relève d'une histoire arabe dont il est en quelque façon un des derniers venus, en quelque façon parce qu'évidemment la philosophie, le savoir ne s'arrêtera pas en langue arabe avec la mort d'Averroès, mais en Occident, il n'est pas absolument faux de dire que quelque chose de la pensée arabe meurt avec lui. Donc il est le dernier venu d'une histoire arabe qui compte dans ses rangs d'immenses génies comme Al-Farabi et Avicenne, pour citer certains des plus connus, et qui sont tous peu ou prou des héritiers de la pensée grecque et d'abord d'Aristote. Mais il est aussi, parce qu'il fut traduit, abondamment traduit, presque intégralement traduit en latin, il est aussi l'un des personnages clés d'une autre histoire qui va commencer une génération après sa mort, et qui est l'histoire de la scolastique, l'histoire de la philosophie scolastique en langue latine et l'histoire de l'Europe en train de se faire. Pourquoi est-ce qu'il relève de cette histoire? Je ne parle pas ici du monde juif, qui ferait une soirée à lui seul. Pourquoi est-ce qu'il relève de l'histoire latine? Parce que l'œuvre d'Aristote qui va arriver en Occident à peu près complète après des siècles de transfert et donc de disparition, cette œuvre d'Aristote va être accompagnée, précédée parfois des textes arabes, ceux d'Avicenne d'abord, puis ceux d'Averroès, dont la fonction, dans son Andalousie natale, fut de commenter les textes d'Aristote pour lui-même, pour les quelques étudiants qu'il avait à titre privé, et pour le pouvoir alors éclairé qui lui avait demandé d'expliciter un peu cet auteur fascinant mais obscur qu'était Aristote. Donc Averroès, qui était dans sa vie officielle juge, grand juge de Séville puis de Cordoue, Averroès a été, en tant que philosophe, non pas un professeur d'université, ce qui n'existait pas dans le monde arabe, mais un commentateur des œuvres d'Aristote, sous différentes formes d'ailleurs, et c'est comme commentateur que le monde latin qui le traduit va le retrouver à partir des années 1220-1225. Donc lui meurt en 1198 et en 1225, ses œuvres, ses commentaires, une partie de ses commentaires arrivent à Paris en latin. 1225, c'est quasiment la date de naissance de Thomas d'Aquin. C'est le moment qui voit naître Bonaventure, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, bref, les grands génies de la scolastique européenne. Alors pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à cet homme? Ce que j'en dis là suffirait presque, parce que si la scolastique est déterminante pour la formation de ce qui deviendra la pensée moderne et pour l'Europe, et si cette scolastique doit beaucoup à ses lectures d'Averroès et d'Avicenne, à ses lectures arabes, eh bien, il suffirait de lire Averroès pour mieux comprendre ce qui s'est produit à Paris, puis en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et donc voir un peu les conditions, le terreau, le terrain d'émergence de la pensée qui deviendra la pensée moderne. Mais ça n'est pas la seule, ça n'est pas la vraie, ça n'est pas la bonne raison, notre raison de ce soir. Il se trouve que cet homme que tous les latins vont lire, tous philosophes, logiciens, théologiens, cet homme que tous les latins vont lire comme d'une lecture, si vous voulez, d'appoint absolument incomparable, parce qu'il faut imaginer que Aristote arrive, un Aristote total, extrêmement complexe à débrouiller, et que c'est par les commentaires littéraux d'Averroès que les latins trouvaient le meilleur moyen de comprendre ce qui se disait dans ces textes-là. Donc il se trouve que cet homme que tout le monde lit, que tout le monde va utiliser, cet homme, sur certains points de son exégèse, va faire scandale. Un scandale non pas immédiat, mais assez rapide quand même, puisque à partir des années 1250, le nom d'Averroès sera attaché à ce scandale et ne le quittera jamais plus, quand bien même, par ailleurs, on continuera pour d'autres pans de son exégèse à le lire. Alors le scandale qui paraît concerne donc une partie de l'œuvre exégétique d'Averroès, une partie de ses commentaires d'Aristote, et c'est la partie qui porte sur le traité de l'âme d'Aristote, la partie qui concerne la psychologie d'Aristote, et plus exactement
la psychologie humaine, dont en vérité Aristote se souciait assez peu, lui qui était plus occupé par une biologie générale, par l'âme de l'animal, dont le cas de l'homme n'était précisément qu'un cas particulier. C'est en tant que commentateur donc, de la psychologie aristotélicienne, et plus exactement de ce qu'on appelle techniquement la noétique, c'est-à-dire la doctrine de l'intellect au sein de la psychologie, qu'Averroès va faire scandale. Il va faire scandale parce que, commentant Aristote, il est l'homme d'une triple thèse. Au nom d'Aristote, jamais Averroès ne prétend faire œuvre originale, il prétend simplement restituer la parole du maître absolu de la vérité, et c'est en le commentant, en prétendant fidèlement le suivre, qu'il va déboucher sur 3 thèses que le monde latin va absolument rejeter. Ces 3 thèses s'énoncent comme suit. Premièrement, l'intellect, dit Averroès, l'intellect de l'homme est séparé des corps humains, et plus exactement, il est séparé substantiellement des corps humains. Séparé substantiellement, cela veut dire que l'intellect est une réalité autonome, à part des corps, et non pas une puissance de leur âme, et non pas leur âme, forme de leur corps, c'est-à-dire leur âme constitutive de leur être. Donc première thèse, une séparation substantielle, comme s'il y avait les corps des individus, voire les individus eux-mêmes, et au-dessus, coupé d'eux, une réalité autonome, transcendante, surplombante, qui serait l'intellect humain. Deuxième thèse, après celle de la séparation, la thèse peut-être la plus célèbre, qui a valu à l'avéroïsme son nom de monopsychisme, mal nommé d'ailleurs, parce que la psyché c'est l'âme, alors qu'il s'agit de l'intellect, il aurait fallu parler de mononoïsme à la limite. Deuxième thèse, donc la plus célèbre, celle de l'unicité de l'intellect. Cet intellect dont Averroès dirait qu'il est substantiellement séparé de nos corps, qu'il est coupé de nous, cet intellect, en outre, serait un pour toute l'espèce humaine, unique. Donc ce serait un intellect surplombant et unique pour tous les individus que nous sommes. Troisième thèse, enfin, la thèse de son éternité. L'intellect de l'homme serait l'intellect unique de tous les hommes, séparé de tout leur corps, et un intellect qui n'aurait pas été créé avec les individus, mais éternel comme l'espèce humaine, chez Aristote, c'est-à-dire sans engendrement et sans fin. Voilà les 3 thèses qui, en terre chrétienne, vont faire scandale et que les plus grands parmi les latins vont tâcher de démonter de diverses façons, la plus célèbre des critiques étant celle du théologien, disons plutôt ami des philosophes, Thomas d'Aquin, qui passera une grande partie de sa vie à expliquer que rien ne tient dans cette noétique, dans cette psychologie d'Averroès, dont, par ailleurs, on peut se servir pour expliquer la logique, certains points de cosmologie, l'éthique ou la métaphysique. Alors, ça n'est pas seulement cela qui m'a intéressé, ça n'est pas seulement cela qui est fascinant dans cette histoire. Ce qui est fascinant, c'est que la critique ultra-violente, ultra-précise, ultra-puissante d'un point de vue théorique des latins, cette critique ne va pas réussir, et cela presque dès le début, à éteindre le feu que fut la psychologie d'Averroès. En 1270, le vieux Thomas d'Aquin, il ne lui reste plus que 4 ans à vivre, le vieux Thomas d'Aquin écrit un pamphlet absolument admirable, rare à l'époque médiévale, qui s'appelle De unitate intellectus contra averroistas, c'est-à-dire de l'unité de l'intellect contre les averroïstes. Et c'est un texte qui est censé définitivement régler, si je puis dire, son compte à Averroès et à ceux qui voudraient le suivre à l'université. Sauf que, passé ce livre, passé la censure épiscopale de 1277, 1270 d'abord puis 1277, on verra à Paris, à la fin du XIIIe siècle, renaître quelques ferments d'avéroïsme à Paris. Certains maîtres, dans leurs cours de philosophie, prétendent enseigner la psychologie aristotélicienne avec Averroès, même si à la fin de leur cours, lorsque l'heure sonne, ils se rangent
ils prétendent se ranger du côté de la foi. À ces nouveaux avéroïstes feront suite de nouvelles critiques latines, puissantes à nouveau, précises, fortes, mais à ces nouveaux adversaires suivront de nouveaux avéroïstes, et ainsi de suite. Autrement dit, la chose intéressante dans ce phénomène que fut l'avéroïsme, c'est son histoire. C'est le fait qu'Averroès n'a jamais cessé, en l'espèce de ses sectateurs, de ses partisans, plus ou moins fidèles, plus ou moins intelligents, plus ou moins pertinents, mais toujours en tout cas centrés sur cette triple thèse de la séparation de l'unicité et de l'éternité, l'avéroïsme n'a jamais véritablement disparu et n'a jamais cessé, en dépit des coups portés par la latinité, de tous ordres, théologiques, aussi bien que philosophiques, n'a jamais cessé de reparaître. Mais sous des formes diverses, plus ou moins spectaculaires. Je vous mentirais en disant qu'Averroès est le personnage clé de l'histoire occidentale, vous le sauriez si c'était le cas, mais il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin, si vous vous intéressez, pour vous donner quelques cas de figures spectaculaires, si vous vous intéressez à Descartes par exemple, qui est censé avoir rompu avec la scolastique, lorsque Descartes est attaqué à Utrecht par les calvinistes de l'université, on rapproche son système de l'avéroïsme. Autrement dit, c'est comme avéroïste qu'on va l'attaquer en disant qu'au fond, son système est anti-aristotélicien, c'est celui d'une mauvaise psychologie, qui est une psychologie dualiste, qui sépare par trop l'âme du corps et qui, au fond, ne fait rien que raviver cette hérésie que fut l'avéroïsme. Lorsque Spinoza, qui est peut-être le fils, dans l'histoire noire de l'Europe, le fils d'Averroès, lorsque Spinoza est attaqué, on ne manquera pas de le rapprocher de son père spirituel, à savoir d'Averroès. Lorsque Leibniz attaque les plus grandes hérésies, l'épouvantail qu'il sort du placard, c'est Averroès. Lorsque Bayle écrit son dictionnaire, le plus grand article, comme vous le savez, celui sur Spinoza, et c'est d'Averroès qu'il le rapproche, dans un très long article qu'il écrit, même si, bel exemple de dénégation, Bayle le dit, aujourd'hui, plus personne ne lit Averroès et sa lecture ne mérite pas une latin par l'un de ses étudiants, on lui reproche d'être avéroïste. Lorsque quelques années plus tard, Herder, qui n'est plus un petit étudiant, l'attaque et attaque sa conception de l'histoire, il attaque en disant que le kantisme est un avatar de l'avéroïsme. Lorsque Renan, en 1852, écrit sa thèse, il juge bon d'écrire sa thèse sur Averroès et l'avéroïsme. Bref, ce personnage dont on pouvait penser, dont Thomas, le pauvre, en mourant, a peut-être pensé qu'il n'en serait plus question après lui, ce personnage n'a jamais cessé d'être là. Et je me suis intéressé à cette récurrence, aux raisons de cette réapparition, de cette non-disparition, si vous voulez. Et pour essayer de comprendre ce phénomène de récurrence, cette présence, cette omniprésence un peu spectrale, pour essayer de la comprendre, j'ai mobilisé un concept ultra célèbre, évidemment, de la pensée freudienne, qui est celui d'inquiétance, d'inquiétante étrangeté, d'Unheimlichkeit. Avec cette idée que si quelque chose bloquait dans la figure théorique d'Averroès, ça n'était pas, comme on pourrait naïvement le penser, parce qu'il était le symbole d'une sorte de philosophie du dehors, une philosophie barbare ou d'une non-philosophie, d'une pensée barbare non philosophique, mais au contraire, il était omniprésent, quoique refoulé, omniprésent dans une forme de refoulement permanent, comme une pensée jadis familière, mais censément surmontée, et ne cessant jamais pourtant de refrapper à la porte. Donc il me semble que le phénomène de l'avéroïsme, dans sa récurrence, doit intéresser l'Europe, doit intéresser la latinité, doit intéresser l'Europe dans sa réflexion sur ses racines, dans sa dynamique d'acculturation, et
la réflexion que j'ai essayé de mener consiste, ce qui est évidemment assez simple, mais il n'est pas mauvais, je crois, de le rappeler, consiste à replacer Averroès, c'est-à-dire l'arabe, Averroès, l'arabe, comme l'appellent parfois les scolastiques, à le replacer dans l'histoire de l'Europe et non pas en bordure, non pas à sa frontière. Restait à illustrer, à démontrer, disons, à mettre en œuvre le concept freudien, à essayer de voir si cette notion d'inquiétante étrangeté, telle que Freud l'a définie, fonctionnait, pouvait s'appliquer au système condamné d'Averroès. De ce point de vue, les analyses que j'ai menées ne sont qu'un échantillon des analyses qu'on peut faire. C'est un livre assez ouvert, et il me semble que la pensée d'Averroès est une pensée effectivement fascinante et bien plus riche que les quelques pages que je lui consacre. Donc il fallait tester en quelque sorte l'hypothèse. Essayer de voir si ce que Freud repère comme motif d'inquiétante étrangeté dans son texte très célèbre, son article de 1919, où il élabore le concept de Unheimlich, à partir de sa lecture de L'Homme au sable d'Hoffmann. Il s'agissait de voir si les motifs d'inquiétante étrangeté avancés, proposés par Freud, pouvaient s'appliquer à la doctrine avéroïste, peut-être pas en elle-même, peut-être pas tel qu'un lecteur qui connaît l'arabe et qui passe du temps sur les textes d'Averroès peut la reconstruire, mais pouvait s'appliquer à la doctrine d'Averroès telle qu'elle avait été reçue, bon symptôme du reste, telle qu'elle avait été reçue par le monde latin. Parce qu'il y a évidemment un écart entre ce qu'Averroès a pensé, ce qu'il a produit en arabe, ce qui en est résulté en latin, et ce que les latins, adversaires ou partisans, ont compris de ce qu'ils lisaient. Donc je me suis intéressé, si vous voulez, à ce que les latins ont compris du texte, à la manière qu'ils ont eu de le lire, de l'exposer, avec une certaine d'ailleurs honnêteté intellectuelle, avant de le détruire, avant de prétendre le détruire. Je me suis intéressé à cette compréhension latine-là, et à la manière qu'ils ont eu de le transmettre, de le léguer de génération en génération. Bon. Alors est-ce que les trois thèses que j'ai très rapidement présentées, la séparation substantielle de l'intellect, l'unicité de l'intellect et son éternité, est-ce que ces trois thèses peuvent se lire dans une grille, selon une grille freudienne qui serait celle de l'inquiétante étrangeté? Il est très évident que oui. Et c'est tellement évident qu'on n'a pas attendu, évidemment, pour faire des rapprochements entre psychanalyse et avéroïsme. Pour le dire très simplement, il est évident que l'intellect séparé qui concentre tout le savoir indépendamment de l'individu, au-dessus de lui ou en deçà, si vous voulez. De ce point de vue, la topique peut marcher en divers sens. Il est évident que cet intellect transcendant, surplombant, antérieur à l'individu, est une figure facile du ça. Et que vous trouverez plusieurs textes plus ou moins rigoureux, mais qui ne manquent pas de le relever et de développer deux ou trois traits. Traditionnellement, on dit aussi que Averroès, c'est l'homme de l'anticogito, au sens cartésien du terme, c'est-à-dire si le cogito, c'est ce système qui pose comme première vérité que je pense, alors Averroès est l'homme de l'anticogito, puisque chez lui, je ne pense pas, mais ça pense. Ça pense en moi. Ce ça qui pense étant l'intellect anonyme, surplombant, détaché des identités corporelles, ou des corps qui font nos identités, des histoires qui font nos identités. De fait, si je devais parler de façon un peu générale de ce qu'on a reproché, de la conclusion, disons, tragique, désastreuse qu'on a tirée des thèses d'Averroès, eh bien je dirais ceci, que tel que les latins l'ont compris, l'avéroïsme, c'est la ruine
de la rationalité personnelle. L'avéroïsme, tel que les latins adversaires le comprennent, tient en une proposition, au fond, extrêmement célèbre, qui serait « l'homme ne pense pas ». C'est-à-dire que dans le système d'Averroès, compte tenu de la manière qu'il a de penser la psychologie, compte tenu de la manière qu'il a de définir l'intellect, de le situer, de penser le processus de formation de la pensée, dans l'avéroïsme, on n'est plus en mesure de prouver, de vérifier, de valider cette proposition pourtant évidente pour tous, dit Thomas d'Aquin, à savoir en latin « hic homo intelligit », c'est-à-dire « cet homme pense ». « Hic homo intelligit », c'est la version médiévale de ego sum, ego cogito, si vous voulez. Ce qui veut dire que pour un Thomas d'Aquin qu'il critique, Averroès n'est pas tellement l'homme qui dit, qui assume cette thèse folle « je ne pense pas », ce qui serait autocontradictoire. On fait au moins crédit à Averroès de ne pas aller jusqu'à cette contradiction. Mais Averroès, c'est l'homme qui n'est pas en mesure de prouver la proposition que, comme tout le monde, il doit vérifier, à savoir « cet homme pense, je pense ». Alors dans le détail, comment ça fonctionne et où retrouve-t-on l'inquiétante étrangeté? Commençons par la première thèse. Je vais simplement vous indiquer 2-3 pistes sans trop détailler. La thèse de la séparation, richissime, tout à fait fascinante. La thèse de la séparation, elle pose un double problème au latin. Et si je joue le jeu du freudisme, qui est le jeu de ce livre, il s'agira pour moi, avec vous, de comprendre en quoi ce que les latins débusquent dans cette thèse vient réactiver quelque chose que la latinité, ou disons l'humanité, est censée avoir dépassé, refoulé, mais qui en vérité n'a pas complètement disparu. Voilà l'enjeu chaque fois. J'ai de voir chaque fois dans les thèses d'Averroès la réactivation possible de quelque chose que l'homme est censé avoir dépassé, mais qui en réalité est toujours là, qui potentiellement le tiraille. La séparation pose un double problème, un problème, on pourrait dire, ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être de l'homme, et un problème cognitif, qui concerne sa pensée ou sa connaissance. Le problème ontologique, c'est que si l'intellect, comme je l'ai dit, est substantiellement séparé des corps des individus, cela veut dire que l'intellect, contre toute la tradition, n'entre plus dans la définition de l'homme. Cela veut dire que l'homme, vous, moi, l'homme est homme, indépendamment, en deçà, en quelque sorte, de l'intellectualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'accède pas à l'intellectualité, il y accède par intermittence, d'abord tardivement, le bébé, par exemple, voire le fœtus n'y accède pas, le bébé n'y accède quasiment pas, et l'adulte n'y accéderait que par intermittence. Donc, cela ne signifie pas que l'homme n'accède pas à l'intellectualité, mais il n'accède pas à l'intellect comme à quelque chose qui le définirait à chaque moment de son existence. Donc l'homme serait homme indépendamment de l'individu, il serait constitué d'une forme, pour employer un terme aristotélicien, qui ne serait pas l'âme rationnelle, qui ne serait pas l'intellect. La rationalité ne définirait pas l'individu, ce qui fait que, entre l'individu, disons, du quotidien, l'individu dormant, l'individu mangeant, marchant, l'individu rêvant ou rêvassant et l'individu pensant, il y aurait comme un décrochage, on aurait affaire à des types d'êtres différents, puisqu'on aurait d'un côté un simple corps cogitant, imaginant, fantasmant, et de l'autre, ce même corps, mais agrégé à l'intellect, uni, accidentellement, ponctuellement uni à l'intellect, cet être composant une forme d'agrégat qui ne serait plus tout à fait l'être que serait le corps simplement sentant. On voit tout de suite, quand on présente les choses ainsi, qu'aux yeux des latins, l'avéroïsme, qui sépare l'intellect, est une philosophie du clivage entre deux humanités, une philosophie du dédoublement, une philosophie qui fait de l'homme pensant autre chose que l'homme sentant, l'homme souffrant, l'homme parlant. Mais ça n'est pas
la seule chose. Dans cette séparation, dans ce clivage, il y a aussi une dimension cognitive, une dimension qui concerne la pensée ou la connaissance. C'est que, tel que les latins le comprennent, l'avéroïsme est un système où l'homme, c'est-à-dire le corps imaginant, puisque dans ce système, ça n'est plus l'intellect qui fait l'individu, mais l'imagination, dans un tel système, l'homme, c'est-à-dire le corps imaginant, le corps fantasmant, n'a plus dans le processus de la pensée, n'a plus d'autre rôle que celui de fourniture de l'intelligible, de fourniture du pensable. C'est-à-dire que l'homme, dans la pensée, n'est plus qu'une sorte de réservoir, de dépositaire d'images dont le concept sera tiré. Un réservoir d'images à disposition de cet intellect transcendant, un réservoir d'images dans lequel viendra puiser l'intellect pour produire un concept qui se réalisera et se concevra finalement hors du corps de l'individu, c'est-à-dire hors de l'individu. Et on voit à cette époque apparaître le couple absolument central pour la modernité, sujet-objet, le reproche étant que dans l'avéroïsme, l'homme n'est plus le sujet de la pensée, mais simplement son objet. Sujet ici a un sens très technique, il signifie le substrat, l'assiette, le réceptacle, et les anti-avéroïstes contestent Averroès en disant, chez lui, l'homme n'est plus le lieu, disons le substrat de l'intelligible, mais simplement le substrat du fantasme, de l'image, dont un intellect séparé se sert pour produire hors de lui la pensée. Donc l'avéroïsme, c'est à la fois, si vous voulez, une pensée du clivage ontologique, ou une pensée de la désintellectualisation de l'homme, qui laisse l'homme à son animalité dans sa vie la plus quotidienne, et c'est aussi, au point de vue intellectuel, un système qui fait de la pensée un phénomène du dehors, un phénomène décentré, si l'on prend l'homme comme point de vue, un phénomène dans lequel l'homme n'assume pas, ne peut pas assumer le rôle de sujet, mais simplement le rôle d'objet. Il se trouve que, quand je dis cela, que l'homme n'est plus le sujet de la pensée, il faut bien voir qu'à l'époque, ça n'est pas tout de suite scandaleux, puisque une philosophie de la subjectivité ou de la subjectivité n'est pas encore advenue. Mais c'est précisément dans l'anti-avéroïsme que ce qui deviendra la philosophie de la subjectivité est en train de se faire. L'avéroïsme fait surgir la question de la pensée humaine comme question du sujet de la pensée humaine, l'avéroïsme étant une pensée scandaleuse en ce qu'elle fait de l'intellect séparé le sujet de cette pensée et de l'homme simplement son objet. Alors de là, si vous voulez, se tire un certain nombre de conclusions assez faciles. L'homme n'est qu'un objet, l'homme est à la disposition de l'intellect, l'homme est utilisé, l'homme est instrumentalisé par l'intellect, tout se fait sans lui, malgré lui, hors de lui. L'homme, en gros, n'aurait de contrôle que sur ces images, mais serait dépossédé, en quelque sorte, dépossédé du fruit de son imagination. Tout se réaliserait quelque part hors de lui. Les exemples là-dessus sont extrêmement nombreux, les déclinaisons de cette thématique sont très très nombreux et prennent des formes parfois intéressantes, parce que si l'homme est ce jouet, si l'homme est ce pantin, si l'homme est cet objet, cette fourniture, eh bien on peut dire qu'il est au service d'une puissance étrangère, d'une puissance surplombante potentiellement maligne. Et on va voir apparaître dans l'histoire de l'anti-avéroïsme la thématique de la possession démoniaque. C'est-à-dire que non seulement je suis, en tant que j'imagine, l'objet d'un intellect qui pense à partir de moi, mais hors de moi et sans moi, mais je suis potentiellement, moi qui ne suis pas le sujet de la pensée, je suis potentiellement le sujet d'une intelligence mauvaise, d'un démon, du démon, qui vient s'emparer de mon corps pour en user à sa guise. Donc l'anti-avéroïsme est une philosophie radicalement de l'anti-cogito, en ce que, potentiellement,
elle est toujours une philosophie de l'homme démoniaque, c'est-à-dire de l'homme possédé, parce que l'homme n'a pas de contrôle sur l'intellectualité. Tout ce qu'il peut, c'est cogiter, c'est-à-dire mobiliser des images qu'il offre à une puissance qui en usera à son gré. Donc on a des beaux développements là-dessus. Et évidemment, où retrouve-t-on Freud? C'est peut-être le point le plus facile, mais toute cette thématique de l'hétéronomie, de l'idée que je suis possédé, que je suis agi plutôt qu'acteur, tout cela, c'est peut-être de là que nous partons, et c'est cela que, jusqu'à l'angoisse, viendrait raviver l'avéroïsme. Dans le détail, je vous l'ai dit, les choses sont assez belles, parce que les métaphores qu'on va utiliser pour penser cette séparation nous rapprochent très très clairement de Freud. Cet intellect qu'on sépare du corps des individus, les anti-avéroïstes vont le comparer à un œil. Là où Averroès parle de toute autre chose, je n'entre pas dans le détail. Mais les anti-avéroïstes, truquant en quelque sorte, mais malgré eux, c'est là que je pouvais parler de symptômes tout à l'heure, les anti-avéroïstes diront Averroès, en séparant l'intellect, fait ceci qu'il arrache l'œil de l'individu. Averroès est un arracheur d'œil, si vous voulez, un homme qui laisse dans le corps de l'individu, laisse dans le corps de l'individu deux ou une cavité aveugle et qui place au-dessus de lui l'œil par lequel il est censé voir, alors qu'évidemment, désormais, la vision, si elle se fait, se fera sans lui. Donc cette thématique de l'œil arraché est récurrente dans l'histoire de l'anti-avéroïsme et on voit pointer, si vous voulez, dans cette question extrêmement technique de l'intellect, on voit pointer un tout autre type d'angoisse, évidemment, puisque Freud dirait que c'est, dans l'angoisse oculaire, l'angoisse de la castration, qu'on peut repérer ailleurs, d'ailleurs, associée à l'anti-avéroïsme, puisque je m'y suis un peu intéressé, dans un certain nombre de poésies qu'on a pu dire d'inspiration avéroïste, vous avez une conception noire de l'amour qui laisse l'homme mourant, incapable de satisfaire, d'accéder jusqu'à son aimé, de satisfaire son aimé, et qui le laisse se vider de sa substance à distance de tout accomplissement. Donc qu'il y ait un rapprochement, une ligne faisable entre la séparation substantielle de l'intellect, l'angoisse oculaire que serait la séparation de l'œil, et là derrière l'angoisse de la castration, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait illustrer dans l'histoire de l'anti-avéroïsme. Prenons un autre exemple, celui de l'unicité de l'intellect. Je vous l'ai dit, c'est la thèse la plus célèbre, il fait extrêmement chaud, excusez-moi, c'est la thèse la plus célèbre parce que c'est la plus facile à moquer en quelque sorte. Comme Renan l'écrira, qui sur ce plan est très honnête dans sa lecture d'Averroès, si jamais Averroès avait pensé réellement qu'il n'y avait qu'un seul intellect pour toute l'humanité, alors sa philosophie aurait mérité de figurer dans les annales de la démence. Il se trouve qu'à l'époque de la scolastique, et puis après, on n'a pas été aussi charitable avec Averroès, on a véritablement considéré qu'Averroès, censément, défendait cette thèse d'une seule intelligence pour toute l'humanité. Au XIXe siècle, en vérité, et c'est ce qui explique aussi le caractère fascinant d'Averroès, on essaiera de retrouver dans cette thématique de l'intellect unique l'idée qu'existe une seule raison pour toute l'humanité. Une seule raison, mais manifestée diversement ici et là, mise en œuvre diversement ici et là, selon nos corps, nos vies, nos régions, etc. Mais disons, à l'époque médiévale, on ne va pas jusque-là, et on considère que Averroès est l'homme qui dit qu'il y a un seul intellect au-dessus et pour des milliers et des milliers de têtes. Pourquoi cela ne va pas? Pourquoi cela a été facile à moquer? Parce qu'évidemment, un seul intellect, c'est une seule pensée en même temps et pour tous. Et si on avait été en 1270, je vous aurais dit, mais alors cette conférence n'aurait pas lieu d'être, puisque ce que je suis en train de vous dire par mon intellect, vu que c'est le vôtre aussi, vous n'auriez pas à l'apprendre ni à l'écouter. Donc on n'a jamais cessé de moquer cela avec toute une série d'exemples plus ou moins drôles, mais enfin, comment peut-on penser qu'il y a un seul intellect pour Jésus et Judas, pour la victime et l'assassin,
pour l'homme noble et l'homme vil, l'homme et la femme, le bébé et le vieillard, le maître et l'élève, etc. Alors, cette thèse de l'unicité, là encore, a posé deux sortes de problèmes. Un problème, là aussi, ontologique et un problème, disons, cognitif ou épistémologique. Le problème ontologique, c'est que si l'intellect, disent les latins, définit l'homme, lequel est censé être un animal rationnel, si l'intellect définit l'homme et qu'il y a un seul intellect pour tous les hommes, alors, et Averroès lui-même le disait, et donc les avéroïstes, les anti-avéroïstes n'auront qu'à retourner la propre parole d'Averroès, alors je suis par ton être et tu es par mon être. Voilà la première conclusion effrayante, si vous voulez, celle qu'on pourrait appeler la confusion ontologique, une sorte d'indifférenciation de tous les êtres qui ferait que nous ne nous distinguerions jamais ontologiquement, nous serions tous une sorte d'ontologie qu'on pourrait dire vésiculaire, antérieure à toute distinction du moi, du toi, de l'extérieur ou de l'intérieur. Ce reproche sera inlassablement adressé à Averroès. Et il est facile de voir qui réactive précisément ce stade de l'indifférenciation vésiculaire, état de détresse à peu près totale dont parle Freud, et que l'homme, dans sa vie d'individu distinct, est censé avoir dépassé. Le deuxième aspect, c'est l'aspect qui concerne la pensée. S'il y a un seul intellect, comment peut-on imaginer que des pensées distinctes aient lieu, adviennent? Comment peut-on le justifier? Averroès, en vérité, avait sa réponse. C'est celle que vous trouverez dans beaucoup de livres lorsqu'on le présente de façon assez rapide. L'idée d'Averroès était qu'un seul intellect n'interdisait pas une sorte de plurification des pensées personnelles, puisque, en bon aristotélisme, il n'y a pas de pensée sans image, et que les images sont, elles, à la fois fluctuantes, elles vont, elles viennent, et individuelles. Donc toute pensée se ferait sur la base d'images individuelles, inscrites dans des corps individuels, avec leur vie, leur histoire, et c'est cette dépendance, cette base fluctuante et personnelle de l'image qui conditionnerait l'individuation de la pensée. Les anti-avéroïstes contestent cela. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Thomas qui dit, au fond, on revient au premier problème, puisque dans ce schéma, dans ce montage, je ne suis qu'un fournisseur d'images, comme un mur que je regarde est un fournisseur de couleurs. Sauf que dans ce montage, je regarde un mur coloré, personne ne dira que le mur voit lui-même sous prétexte qu'il est porteur d'une couleur, tandis que cet autre mur est porteur d'une autre couleur. Le mur est vu et c'est moi du dehors qui le vois. Quand bien même donc je porterai dans mon corps des images différenciées, eh bien c'est un intellect du dehors qui penserait tantôt ces images, tantôt ces autres images, mais moi, porteur de ces images, je ne serai jamais à nouveau que l'objet d'un acte extrinsèque, que l'objet d'une pensée du dehors. Donc on reproche à Averroès d'être impuissant à expliquer l'individuation de la pensée, de se conformer, si vous voulez, à l'expérience de la pensée personnelle, à l'expérience de la conscience individuelle de pensée, qui ne sont pas des termes tout à fait médiévaux, mais enfin, ils ne sont pas incorrects. Et lorsque on dénonce cela, j'ai essayé de creuser un peu cette idée. C'est intéressant parce que si l'intellect est unique, si nous avons tous les mêmes pensées en même temps, on peut voir dans cette critique une sorte d'hyperbolisation de ce que Freud travaille quand il parle du transfert des pensées ou de la télépathie. De phénomènes qui l'ont pas mal intéressé, même si bon, il a hésité à plusieurs moments dans sa carrière, il a hésité à en parler franchement de peur que la crédibilité qu'il avait acquise disparaisse et qu'on le taxe qu'on taxe la psychanalyse de science occulte. Mais enfin, ces phénomènes
m'intéresse, c'est-à-dire l'idée que nous puissions avoir en même temps, par un mécanisme qui ne s'explique pas physiquement, que nous puissions avoir en même temps la même pensée. D'une certaine manière, l'avéroïsme, c'est une sorte d'hyperbolisation, de maximalisation de ce phénomène, parce que ce n'est pas deux individus proches l'un de l'autre simplement qui ont les mêmes pensées, c'est une sorte de télépathie mondiale, si vous voulez. Tout le monde aurait en même temps la même pensée. Or, qu'est-ce que cela réactive et en quoi la télépathie a quelque chose d'étrangement inquiétant? Ben, vous le savez, ce n'est pas à vous que je l'apprends, mais enfin je le répète en une phrase, c'est que Freud défend cette idée que j'aime beaucoup, qu'évidemment le mode premier de communication des hommes, proche en cela des animaux, était précisément ce mode télépathique, encore à l'œuvre dans les masses enthousiastes. Et d'une certaine manière, ce qui confère d'ailleurs aux masses et à l'exaltation des foules leur dimension effrayante. Dans la foule, quelque chose a lieu de l'ordre de la communication qui ne relève pas des signes, qui ne relève pas de la parole, et qui, au fond, réactive cette chose qui n'a jamais véritablement disparu des hommes, qui est la télépathie première. D'une certaine manière, l'avéroïsme est une sorte de réactivation, de galvanisation de cette thématique, où le mode de communication de l'homme serait celui des foules enthousiastes. Et on pourrait creuser d'ailleurs, parce qu'au fond, ces hommes qui, dans cette communication télépathique ou par transfert, le terme de transfert existant chez Averroès d'ailleurs, ces hommes, dans ce transfert-là, dans ce transfert total, ces hommes se confondent, perdent toute forme de personnalité et ne sont plus qu'orientés vers le désir de l'intellect. Et on peut retrouver dans cette présentation que font les anti-avéroïstes de la perdition, de la perte de personnalité dans l'avéroïsme, on peut retrouver presque terme à terme la présentation que Freud fait de la horde originaire et de ces hommes tout orientés vers le chef. Donc il était intéressant là aussi, en prenant non plus le biais de la séparation mais celui de l'unicité, il était intéressant de constater qu'on retrouve très facilement des motifs d'inquiétante étrangeté freudien. Ça n'est pas le seul cas. Bien d'autres possibilités étaient ouvertes. Je vous en donne un qui m'a beaucoup plu. Thomas d'Aquin est l'un des plus grands théologiens latins, l'un des plus grands pères de l'Église, et en tant que docteur catholique, il place, comme il se doit, au centre de sa doctrine, la théorie de la vision de Dieu par essence, c'est-à-dire celle qui est promise aux bienheureux. Aux bienheureux arrivera, si tout va bien, la vision de Dieu face à face, la vision béatifiante de Dieu par essence. Il est absolument fascinant de constater que pour élaborer cette doctrine difficile, le jeune Thomas s'est servi d'Averroès. Il avait du mal à concevoir comment un esprit fini puisse arriver à saisir cette essence infinie face à face qu'est Dieu. Et pour théoriser cela, lui qui se soucie de théorisation, il ne se contente pas de réclamer, de faire appel à la foi, il est tout à fait fascinant de constater que le jeune Thomas, donc, explicitement, dans ses œuvres de jeunesse, va chercher Averroès, et pas seulement Averroès d'ailleurs, mais le pire Averroès, c'est-à-dire l'Averroès commentant le De Anima, et presque dans les pires des passages, c'est-à-dire tous les passages que par ailleurs Thomas d'Aquin condamne totalement. C'est-à-dire que c'est l'ennemi juré au cœur même de son système détestable qui va fournir à Thomas les armes théoriques pour concevoir le cœur de son christianisme. Et ce qui est étonnant, enfin pas tellement, attendu finalement, c'est de constater, car nous avons les œuvres ici manuscrites de Thomas, c'est de constater que Thomas a biffé cette référence à Averroès et que dans les dernières œuvres de Thomas d'Aquin, vous ne trouvez plus trace, vous ne pouvez trouver plus de référence à ce passage d'Averroès pourtant déterminant dans la conceptualisation thomasienne. Or, ce passage d'Averroès, que disait-il? Une chose qui m'intéresse beaucoup et qui concerne la fin du savoir. Pour les Arabes en général, et pour Averroès en particulier, l'homme, si vous voulez, peut s'accomplir ici-bas
totalement, pleinement, et cela par les seules forces de la raison. Donc il ne s'agit pas d'attendre, de viser l'au-delà, et il ne s'agit pas de concevoir quelque grâce que ce soit. Tout se joue ici et maintenant, et tout peut se réussir ici et maintenant, quoique après un certain temps, par les seules forces de la raison. Et ce qui advient au terme d'une vie philosophique réussie, c'est une forme de jonction, c'est le terme technique sur lequel je passe, une forme de jonction à l'intellect séparé, qui fait que, en quelque sorte, j'en viens à me fondre en lui, c'est pourquoi on a pu parler à tort de mystique, j'en viens à me fondre en lui, à me confondre en lui, comme si vous voulez, après avoir passé une vie à beaucoup imaginer, à m'être beaucoup servi de mon corps, tout se jouait à la fin dans une forme d'assimilation, de pur devenir intellectuel, et à la fin de ma vie, je suis comme assimilé, dit Averroès, à Dieu. Je suis presque semblable à Dieu, et au fond, je le suis. Et être semblable à Dieu, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tous les rapports qui caractérisaient ma vie d'être intellectuel, d'être connaissant, s'inversent. Ce qui caractérise notre science ici-bas, c'est que des objets sont là, qui nous affectent, que nous imaginons, et puis que nous conceptualisons peu à peu. C'est-à-dire que notre science est évidemment seconde, les objets étant premiers. Avec Dieu, tout cela s'inverse. Dieu n'a pas la science des choses qui sont d'abord, les choses sont parce que Dieu en a la science. C'est-à-dire que c'est en tant que Dieu connaît le monde que le monde est. C'est-à-dire qu'évidemment, la science de Dieu est performative, le monde est ce que Dieu pense de lui. Le monde est en tant que Dieu le pense. Et c'est ce Dieu-là que je suis en tant que philosophe à la fin de ma vie réussie. Je ne suis plus dans un rapport de dépendance second aux choses, mais à ce moment-là, devenu semblable à Dieu, je suis tout entier intellect, c'est-à-dire un intellect qui fait être ce qu'il pense, c'est-à-dire un intellect tout-puissant. On trouve là, voilà ce que Thomas biffe et ne veut absolument pas lire. On trouve là un beau motif bien connu d'inquiétante étrangeté, celui de la toute-puissance des pensées, évidemment. C'est-à-dire cette idée que ce que je veux, cela arrive, ce que je pense, cela arrive. Voilà ce que l'avéroïsme pouvait donner à penser aux anti-avéroïstes. Je vous prends un dernier exemple qui concerne l'éternité de l'intellect. Évidemment, dit Thomas, l'éternité de l'intellect, c'est une thèse théologiquement absurde, immédiatement absurde, parce qu'elle revient à nier l'idée même de création. Donc Thomas d'Aquin dit, et tout le monde avec lui, il suffirait, en tant que théologien, de se prononcer pour récuser cette thèse. Mais plaçons-nous sur le terrain de la raison. Essayons de la démonter d'un point de vue théorique, philosophique. Il se trouve que si l'intellect est éternel, cet intellect unique, alors tout, depuis toujours, a déjà été pensé. L'homme arrive toujours déjà trop vieux, toujours trop tard, dans un monde déjà pensé, un monde saturé du savoir. Vous pourriez dire que c'est le cas déjà chez Platon, sauf que Platon, lui, a imaginé cette affaire de l'oubli, cette affaire d'une incarnation qui fait oublier, qui demande une forme de réminiscence pour retrouver ce qui a déjà été conçu. Alors que, disent les latins adversaires d'Averroès, dans un monde où il y a un seul intellect éternel, tout est déjà su, tout est déjà pensé, plus rien n'est à produire, plus rien n'est à abstraire, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais eu de premier homme pensant, et l'homme, vous, moi, jamais ne sera premier dans sa pensée. Jamais nous n'entamerons quelque chose dans la pensée, c'est-à-dire que l'avéroïsme revient à ruiner, non plus seulement en général l'idée de personnalité mentale, mais l'idée même de puissance intellectuelle. L'avéroïsme serait le système qui condamne la notion de puissance intellectuelle et qui sature, qui surplombe l'homme, une sorte d'hyper-signifiance, si vous voulez, où tout est déjà là, sous forme de ready-made, en quelque sorte, contre la lettre même d'Aristote, puisque vous savez que l'une des belles notions aristotéliciennes du traité de l'âme, difficile, c'est de dire que l'intellect de l'homme est d'abord en puissance, comme une tablette vierge, prête à recevoir les inscriptions, l'encre du monde, en quelque sorte, les inscriptions produites par les choses. Bien voilà ce que l'avéroïsme rendrait impossible,
et nous condamnerait, si vous voulez, à être littéralement, on pourrait dire, énergique, hein, en grec, c'est-à-dire dans l'ergone, dans l'acte, et jamais en puissance. Nous serions toujours déjà à pied d'œuvre, toujours déjà dans l'actualité, jamais en état de potentialité. Avec cette conséquence intéressante, si c'est le cas, c'est qu'il n'y aurait plus rien à fantasmer. L'avéroïsme, c'est le système contre Aristote, lequel prétend qu'on ne pense pas sans image. L'avéroïsme serait ce système fou qui ruinerait la puissance intellectuelle de l'homme, c'est-à-dire rendrait vain, superflu le rapport au fantasme. Il n'y aurait plus rien à fantasmer, c'est-à-dire plus rien à abstraire, plus rien à tirer de l'expérience du monde, puisque tout serait déjà là, et que l'homme se réduirait à recevoir en quelque sorte, se retrouverait contraint à recevoir, qui se répéterait, une actualité toujours déjà faite. Alors évidemment, quand on creuse un peu cela, on se rend compte qu'on peut retrouver assez facilement avec ces développements, je n'entre pas dans le détail, mais l'idée que l'avéroïsme nous reconduit à un système où se répète une pensée sans désir, où s'impose une pensée sans désir. L'avéroïsme, c'est le système, vraiment le système absolument paradigmatique de la compulsion mentale de répétition. Compulsion mentale de répétition, qui, comme vous le savez chez Freud, est le signe d'une pulsion de mort, et que je crois pouvoir retrouver dans l'avéroïsme, et qui effraie beaucoup, qui a beaucoup effrayé l'Europe, lectrice d'Averroès, parce que l'avéroïsme est un système qui se moque d'une certaine manière de la personne. Aucun individu n'est justifié comme tel. Ce qui compte, c'est la marche globale du monde, un monde dans lequel les individus sont à peu près interchangeables dès lors qu'ils fournissent suffisamment d'images pour que jamais l'intelligence ne cesse de fonctionner. Voilà quelque chose qui a beaucoup effrayé, et on comprend pourquoi, le monde latin, et on le retrouve précisément dans des textes que je trouve extrêmement beaux, qui ne sont jamais lus, parce que ce sont des textes physiques, et on croit qu'il n'y a rien en physique, il n'y a rien à tirer de la physique autre chose que de la physique, or c'est faux. Et dans un très beau texte, je vais terminer sur ça, Averroès explique que la matière, dont il fait une sorte d'être, la matière, comme tous les êtres, a comme désir de se réaliser. Elle a comme désir de se réaliser, la matière, en imitant le premier principe de tout, à savoir Dieu, qui est l'actualité pleine. Pour la matière, qui se définit comme capacité de réception des formes, se réaliser veut dire recevoir toutes les formes. Sauf qu'il est impossible à la matière de recevoir toutes les formes en même temps. Que reste-t-il à cette matière incapable de recevoir toutes les formes en même temps et se faisant de s'assimiler à Dieu? Il lui reste de se satisfaire, si vous voulez, alternativement, partiellement, tour à tour, en s'accouplant, dit le texte, à telle forme, puis désirant la corruption de cette forme-ci en s'accouplant à cette autre forme-là, et ainsi de suite, incessamment, pour faire que dans la variation, dans l'alternance, dans la succession indéterminée des formes, quelque chose de la perfection divine s'accomplisse. Si bien que, voilà la conséquence qu'on doit en tirer, toute chose, et au fond tout individu, est travaillé du dedans par une forme de pulsion de mort, qui en fait, qui n'est que l'envers de la pulsion de vie de la matière, si vous voulez. Tout être est travaillé par cet élan vital de la matière, désireuse de corrompre la forme même qui la constitue pour pouvoir s'assimiler à une autre forme et ainsi gagner un peu plus de perfection. Mais cela dans un processus de destruction, de destructivité permanent. Là encore, on retrouvait un élément possible. Bref, comme je vous l'ai dit, c'était ouvert. Autour de ces trois thèses, on peut broder, retrouver ouvrir 1000 pistes possibles. L'important était pour moi d'arriver à cette conclusion. Une conclusion que j'ai essayé de résumer dans un petit tableau, malheureusement très mal photographié dans le livre. Vous savez, dans l'histoire, on a plusieurs fois représenté ce qu'on appelle des triomphes de Thomas d'Aquin. C'est le titre que ces tableaux représentent. Vous en avez au Louvre, vous en avez à Florence, vous en avez à Pise, vous en avez à Syracuse, vous en avez à New York. Bon, ça vient d'ailleurs.
Ces tableaux sont censés représenter donc le grand maître de l'ordre dominicain, Thomas d'Aquin, vainqueur du pire des hérétiques, à savoir Averroès. Il n'y a généralement pas seulement Averroès dans ces tableaux, vous avez Jésus, les apôtres, parfois Aristote et Platon de côté, chacun donnant un peu de sa lumière à Thomas d'Aquin, qui reçoit tout, et qui, par la puissance de son génie, bien en chair, au centre du tableau, fait rejaillir le savoir, la vérité, sur quelques disciples de ci, de là, et parfois l'un de ces rayons vient transpercer tout en bas la figure d'Averroès, généralement mécontent, plutôt mélancolique, en tout cas foulé aux pieds du saint, avec un livre déchiré ou retourné, en tout cas un livre qui n'est plus lu. Voilà. Ce tableau, vous le trouvez, comme je vous l'ai dit, au Louvre, vous en avez même plusieurs. Alors, évidemment, ces tableaux m'ont toujours intrigué, on peut se demander ce qui a été représenté là, qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce que le peintre a peint, qu'est-ce qu'il a peint malgré lui. Mais au terme de ce petit parcours, il m'apparaissait évident que ces tableaux, à 3 étages, Dieu, Thomas, Averroès, n'étaient rien d'autre qu'une topique. Et qu'Averroès figurait dans ce tableau-là, c'est-à-dire la névrose européenne, le ça, le rêve perturbant, refoulé par l'Europe, mais jamais définitivement écrasé. Et que c'est comme cela qu'il faut essayer de penser Averroès, pas tout Averroès ne se joue pas dans ce scandale, tout Averroès ne se joue pas dans cette récurrence, mais une grande partie d'Averroès, et peut-être avec lui, évidemment, du monde arabe, c'est cela derrière qu'il faut essayer d'aller voir, en essayant de comprendre, outre les quelques objets théoriques que j'ai dégagés, ce qui justifiait, ce qui conférait le caractère étrangement inquiétant à Averroès. J'y vois finalement, par-delà un émiettement conceptuel, plusieurs choses. Averroès, comme je vous l'ai dit, c'est le corpus dont l'Europe s'est dégagée pour se faire elle-même. Donc Averroès, c'est presque le nom d'un des corpus de l'Europe. Pas le seul, bien sûr, mais c'est l'un des corpus de l'Europe adossé à une histoire arabe dont l'Europe s'est détachée pour se construire elle-même. L'un des corpus dont l'Europe a peut-être eu le souhait de se détacher ou de biffer, comme dans le manuscrit de Thomas d'Aquin, pour se donner une impression de génialité, peut-être légitime, qu'elle n'avait historiquement pas. Autre chose, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, on a parlé de Rémi Brague tout à l'heure, à qui j'ai succédé, dans son beau livre « Europe, voire romaine », Brague expliquait que, finalement, le geste caractéristique de l'Europe, dans sa constitution, c'était un rapport au dehors, que la dynamique d'acculturation de l'Europe était un processus d'appropriation de l'étranger. L'Europe s'est constituée, non pas par développement d'un germe interne, mais par acquisition d'un dehors qu'elle aurait tâché de faire peu à peu sien. Si cela est vrai, c'est discutable sur plein de points, mais peu importe, si cela est vrai, alors il est tout à fait fascinant de constater que la noétique d'Averroès, la doctrine de l'intellect d'Averroès, comprise comme rapport d'un corps, rapport d'appropriation d'un corps fantasmant à un intellect du dehors, pour faire sienne, pour acquérir, c'est le terme d'Averroès, cette pensée du dehors, alors la description qu'Averroès fait du processus d'acquisition de la pensée est absolument isomorphe à la dynamique d'acculturation de l'Europe, ce qui pourrait être une des raisons supplémentaires de cet effet d'inquiétante étrangeté que je repère. Par ailleurs, peut-être y a-t-il quelque chose dans cette question de la formation de la pensée, ou comme dit Renan, du fait de l'intelligence, particulièrement propice à l'inquiétance, et Averroès ayant fait de ce champ-là, de cette question-là, son objet obsédant, son objet privilégié, il était évidemment la figure tout à désigner pour inquiéter autant l'Europe. Voilà, je vous remercie.
appréciation à partir de ce que tu nous as. Oui, merci de cet exposé très brillant et dont les thèses sont très fortes, et notamment défendues à partir des positions de l'anti-avéroïsme latin. Il y a quelque chose qui est frappant dans ce que vous dites et qui me semble particulièrement bien mis en évidence par votre exposé, c'est ce statut de l'intellect séparé. Ce statut de l'intellect séparé, qui est évidemment le nœud du problème, statut de l'intellect séparé qui se trouve représenté comme un œil au dehors, dans la scolastique, mais qui, et vous l'avez dit incidemment au cours de votre exposé, a ceci de caractéristique d'être, vous l'avez dit, c'est votre propre terme, hyper signifiant. Et donc, évidemment, le mot hyper signifiant m'a teinté aux oreilles. Et j'y ai vu effectivement quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans la lecture que fait Lacan d'Aristote, j'allais dire que fait Aristote de Lacan, à savoir de quoi s'agit-il dans l'intellect? Il s'agit probablement de l'intellect, il est dit agent parce qu'il agit. Et il agit parce que les intelligibles ne sont pas séparés, ils sont immanents aux substances sensibles, et il faut les dégager par abstraction des représentations imaginatives qui elles-mêmes sont formées à partir des perceptions sensibles de ces substances. Ça, c'est le mécanisme d'extraction des intelligibles par l'intellect. Et donc, on voit bien en quoi l'intellect agit pour extraire ces intelligibles. Lacan en fait de cet intellect la dimension même du symbolique. Chez Aristote, est-ce qu'on pourrait dire que chez Averroès, il s'agit de quelque chose de l'ordre du symbolique? En tout cas, quelque chose d'hyper signifiant. Et ce qui m'apparaît, c'est que cette dimension hyper signifiante, d'hyper signifiant de l'intellect, qui agit, et comme vous l'avez rappelé à la fin de votre exposé, au prix d'une passivité totale du sujet, n'est pas la préfiguration, et je vous pose la question parce que ça m'est apparu dans la discussion, de quelque chose qui a triomphé, et qui est plutôt l'indice du triomphe d'Averroès, à savoir précisément le discours de la science en tant que, je dirais, entraînant la forclusion du sujet. Le discours de la science en tant que hyper-rationalité signifiante et qui, en quelque sorte, se trouve annoncé par, en particulier, le commentaire d'Averroès, et qui se trouve, en quelque sorte, annoncé par le discours décisif, où la question de la syllogistique et de la rationalité de la démonstration est mise au premier plan pour penser la révélation. Est-ce que la réaction, je dirais, des anti-avéroïstes à cette monstruosité perçue qu'était la pensée d'Averroès n'était pas précisément la difficulté dans laquelle se trouvait précisément le sujet croyant par rapport à l'irruption d'une rationalité dont désormais le destin était de forclore le sujet qui en était, je dirais, l'initiateur. Donc je vous pose la question parce que, évidemment, cette dimension radicale de ce que vous avez appelé l'hypersignifiance de l'intellect
me fait penser à quelque chose qui semble avoir triomphé, qui est le discours de la science, et que le traité décisif annonce. Alors, bon, je vous pose la question. Il y a beaucoup de questions, c'est difficile. D'abord, pour vous donner raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en passant, ça c'est une chose que j'aime bien, j'aimerais bien un jour écrire là-dessus. Pour vous donner raison, quand on lit Renan, on voit que Renan, qui écrit l'avenir de la science, exactement. Renan, il n'a pas écrit sa thèse sur Averroès pour rien. Renan déteste, on se trompe beaucoup sur Renan, qui a écrit aussi des choses terribles, mais on se trompe beaucoup quand on parle de Renan en lisant Averroès. Renan considère que l'avéroïsme latin, finalement, ça n'est qu'une routine qui a bégayé mal à son maître et elle est philosophiquement sans intérêt, mais pas d'Averroès. Et qu'il y a quelque chose à sauver d'Averroès, jusque dans ce qu'on a considéré comme étant le pire dans l'anti-avéroïsme, à savoir cette unité de la raison, parce que cela, c'est la raison en marche qui fait le ciment de toute l'humanité, la raison scientifique. Donc de ce point de vue, vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord. Évidemment, quand je parle d'hypersignifiance, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais je pensais à Lacan. C'était une petite phrase comme ça en passant, donc le rapprochement est tout à fait le bon. Alors, deuxième chose que je veux dire, c'est que, et là qui vous donne un peu tort, c'est que, à dire vrai, ça n'est pas tellement le problème de l'intellect agent qui a inquiété les latins. Ça, c'est une vieille lecture. À l'époque où on ne lisait pas Averroès, et on ne lisait presque pas les anti-avéroïstes, on répétait que Averroès avait une doctrine de l'intellect agent qui était problématique. L'intellect agent, c'est problématique, parce que j'ai parlé de la séparation de l'intellect, de l'unicité de l'intellect, de l'éternité de l'intellect. Évidemment, tous ces auteurs médiévaux considèrent qu'il y a deux intellects. L'intellect dit agent, qui est le faiseur de la pensée, et l'intellect dit matériel ou illique ou possible, qui est le récepteur de la pensée. Deux appellations qui sont tirées d'Aristote, même si Aristote ne nomme pas les choses ainsi. Bon. Donc à chaque fois que je parle de l'intellect, en vérité, il aurait fallu que je distingue les cas, que je vois si tout ce que je disais s'appliquait à l'un et l'autre intellect ou à l'un et pas à l'autre. Bon. Alors il se trouve qu'en vérité, chez les latins, ce qui a posé problème, c'est tout ce qu'Averroès a dit de l'intellect matériel, c'est-à-dire du substrat de la pensée, c'est-à-dire en termes médiévaux, du sujet de la pensée. Ce qui rend la chose très intéressante, évidemment, pour la philosophie et la question de la subjectivité à venir. Le problème d'Averroès, c'est vraiment, lorsqu'on le dit sans le savoir, on dit juste, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est vraiment le problème du sujet de la pensée, c'est-à-dire c'est d'avoir séparé, rendu un et éternel, le substrat de la pensée. Que l'intellect agent, c'est-à-dire le faiseur de la pensée, soit séparé, un, je ne parle pas d'éternel, mais séparé et un, cela, ça n'était pas très grave, parce qu'au fond, on pouvait facilement y voir Dieu. Après tout, et on l'a dit, Dieu, il est un, il est séparé, et il est un intellect pur qui illumine tout être venu en ce monde. Bon, donc c'est pas tout de suite cela qui a posé problème, parce que de ce point de vue, l'intellect agent n'apportait rien de neuf par rapport à ce que les chrétiens pouvaient penser de Dieu. Donc, qu'il y ait eu un problème avec l'intellect agent dès lors qu'il entrait en concurrence avec Dieu, ça oui. Mais tel quel, il faudrait être plus nuancé, il nous faudrait plus de temps. Par ailleurs, assimiler l'intellect agent, enfin, il faudrait savoir ce qu'on entend par intellect agent et hypersignifiance, ou intellect agent et science, ou intellect agent et rationalité, etc. Parce que l'idée, l'agence de l'intellect agent, la question de ce que cet intellect agent fait, cette question-là non plus n'est pas simple du tout, puisque à peu près aucun auteur n'a dit la même chose que son voisin. Et ma lecture à moi serait plutôt de dire, et je la trouve plus stimulante, d'abord elle est plus juste, mais elle est plus stimulante
non pas que ce que vous dites, mais que ce qu'ont dit certains médiévaux, l'intellect agent, il est appelé agent, mais il ne fait rien. Il est, dans le texte d'Aristote, l'intellect agent, il est comparé à la lumière, et la lumière est un état, une exis. C'est pas un agent, c'est un état. Et c'est un état qui résulte de la simple présence, parousia en grec, de la simple présence d'un corps igné, du feu ou quelque chose de similaire. Ça, c'est une chose qui va extrêmement loin. Et il faut se méfier aussi de l'idée d'agence dès lors qu'on mobilise l'intellect agent, parce que, probablement pour Averroès, héritier d'Alexandre d'Aphrodise ici, l'intellect agent intervient plus comme une cause, si vous voulez, paradigmatique, que comme un véritable agent poétique du savoir. Enfin, ça, c'est compliqué. Et dernier point, je trouve vraiment intéressant la suggestion que vous faites avec le rapprochement que vous faites avec le discours décisif. Le problème étant, d'un point de vue historique, que les Latins n'ont pas connu le discours décisif, sinon mal et très tardivement. Mais la grande époque de l'anti-avéroïsme n'a pas affaire à ces textes-là, même si, par contre, dans l'histoire par après, Averroès sera considéré comme un grand athée, et d'une certaine manière un rationaliste extrême qui nie toute prophétie et toute religion. Mais au moment, disons, le plus brûlant de l'anti-avéroïsme, même s'il est théoriquement très sensé de rapprocher les deux, historiquement, le parallèle ne peut pas se faire. Non, mais ça veut dire que la réception d'Averroès, c'est ce que vous dites, est une réception partielle. Et que donc, je dirais, sa portée, à proprement parler, épistémologique, dans le champ de l'histoire de la pensée, doit être considérée à la fois par rapport à sa perception par les anti-avéroïstes, qui voient la question de l'intellect et qui l'analysent comme vous l'avez montré, et puis la portée d'Averroès doit être mesurée à l'impact que peut avoir le traité décisif sur précisément la question de l'interprétation des textes révélés, en tant que précisément la rationalité syllogistique est mise à contribution pour cette interprétation. Mais à partir du moment où cette rationalité syllogistique dit la vérité, et qu'on considère que c'est cette rationalité-là qui donne la vérité, effectivement, des énoncés, c'est ce que dit Averroès. Je n'invente rien. C'est à partir du moment où on dit que c'est cette rationalité qui dit la vérité, et que c'est à l'aune de cette rationalité que la révélation doit être jugée et pensée, on est dans un tournant qui évidemment est sensible, y compris dans sa théorie de l'intellect. C'est un tournant dont on comprend pourquoi, effectivement, les anti-avéroïstes latins ont pu percevoir qu'il était redoutable. Redoutable pour, précisément, notamment ce que vous avez dit, la doctrine de l'immortalité, qui est quand même un des fondements à la fois de l'islam et du christianisme, redoutable sur la question de l'éternité du monde, donc la question de la création. Et donc, évidemment, cette étrangeté était effectivement l'irruption d'une rationalité dans le monde de la révélation. Est-ce que vous ne diriez pas ça? Oui, sauf que le plus grand adversaire, c'est quand même Thomas d'Aquin et pas Bonaventure, et Thomas d'Aquin n'est pas l'adversaire de la syllogistique. Alors, il est vrai qu'il ne réduit pas tout à la démonstration syllogistique, mais quand même, donc, ce qui montre bien que tout ne se jouait pas là. Par ailleurs, ça reviendrait à considérer que, disons, ça rabattrait cette histoire sur un conflit entre rationalisme ou rationalité et religion ou christianisme. Oui. Et en fait, moi, c'est pas l'entrée que je prends. Elle est juste, cette entrée. C'est une entrée à côté des autres, mais je n'ai pas considéré que la violence du scandale tenait
au christianisme des anti-avéroïstes. Je n'ai pas placé la chose là. D'accord. Voilà. Mais c'est juste. Hein. C'est tellement juste qu'évidemment, j'ai pas pensé tout à l'heure que l'un des grands reproches qui colle aussi à Averroès, c'est d'être le défenseur d'une théorie dite de la double vérité, oui. C'est-à-dire en vérité une théorie de la vérité unique qui serait la vérité de la science, le reste, la vérité de la religion, étant purement et simplement annulée par ce faux compromis qui voulait qu'on puisse croire à la doctrine de la foi d'un côté et puis à la démonstration syllogistique de l'autre. Bon, en gros, Thomas d'Aquin dit ce n'est qu'une arnaque de sophiste, tu as détruit la religion et tu ne défends que la démonstration philosophique. Donc, de ce point de vue, vous avez parfaitement raison. C'est absolument. Et j'avais une autre question. C'est une dernière. Oui, bien sûr, mais peut-être aussi oui. Nos étudiants et nos collègues auront-ils envie. Oui, une dernière, vas-y. Une dernière. Vous avez évoqué un point que je trouve extrêmement intéressant, qui est le lien entre la pensée d'Averroès et qui est massif, à mon avis, et la pensée de Spinoza. Et c'est vrai que dans ces deux pensées, vous avez un positionnement du cogito qui fait difficulté, en tout cas qui n'est pas considéré comme central dans la théorie, et un amour intellectuel de Dieu, si je puis dire, pour reprendre le terme spinoziste, qu'on ne trouve pas chez Averroès, sous cette forme, qui met en quelque sorte le divin au niveau de la connaissance, suprême, et qui permet d'envisager précisément la mise entre parenthèses de la question de la subjectivité par rapport à la connaissance. Et donc on peut dire que, c'est ça que je voulais dire, que la postérité d'Averroès, c'est une postérité dans la rationalité européenne. Est-ce que vous seriez d'accord ? Oui, absolument. C'est-à-dire que les rationalistes, ceux qui prétendent effectivement démontrer géométriquement le processus de connaissance, prennent appui sur la pensée d'Averroès. Oui, on pourrait dire ça. Il y a une filiation, c'est vrai. Une filiation. C'est-à-dire que c'est la question de l'étrangeté qui me paraît à la fois très intéressante et en même temps comme devant être nuancée. C'est une étrangeté qui, comme vous l'avez dit, travaille la tradition philosophique européenne. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez conclu sur l'acculturation du dehors, parce qu'effectivement, la pensée d'Averroès, c'est une acculturation, mais qui maintenant s'effectue du dedans. C'est une rationalité qui est opératoire du dedans et qui, me semble-t-il, et là je pense que cette question de la séparation, on en rend bien compte avec l'idée de forclusion. Je pense que le développement de la science comme telle, en tant que discours autonome et indépendant des sujets qu'il énonce, est une marque, je dirais, assez évidente du triomphe de cette intuition. Je peut-être une dernière fois. Est-ce que certains auraient une question ? Parce que, comme vous savez, on est toujours obligé. Beaucoup de questions, apparemment. Je suis un peu désolée. En principe, on doit s'arrêter à 10h30. Jean-Baptiste, peut-être tu as besoin de répondre brièvement. Je suis d'accord. Il y aura deux questions. Et c'est pour vous en avez dans le chat. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas parler de mysticisme à propos de la philosophie d'Averroès. Donc, je vais dans ce sens. Oui. Oui, je veux bien, si on a le temps, merci d'abord. Brièvement, malheureusement. C'était vraiment tout à fait passionnant. Alors, c'est une question d'ailleurs pour tous les deux, en fait, parce que justement, c'est aussi une question à Pierre-Christophe, dont l'enjeu est de savoir est-ce que la psychanalyse est du côté de l'anti-avéroïsme
ou bien est-ce qu'on peut la mettre quand même du côté de l'avéroïsme? Donc ma question portera sur ce point, parce que ce qui m'a vraiment frappé en t'écoutant à nouveau, c'est à quel point cette pensée d'Averroès est peu spécularisable. Ce qui n'est pas le cas de Thomas d'Aquin, ce qui n'est pas le cas d'Aristote, ce qui n'est pas le cas de Spinoza non plus. Et donc l'inquiétant, toi tu l'as mis du côté du refoulé, du refoulé de l'Europe, hein, de cette part refoulée, mais l'inquiétant c'est aussi le non spécularisable. Hein, quand Freud ne se reconnaît pas dans le train, enfin, c'est à ce moment-là qu'il dit c'est unheimlich, on ne reconnaît pas son image dans le miroir. Et du coup je me demandais si finalement avec cette pensée on n'a pas une pensée de l'autre non spécularisable, tout simplement, qui se renvoie justement à ça. C'est la pensée de l'altérité, ce qu'on appelle donc non pas les petits autres spécularisables, mais le grand autre comme tel. Parce que du coup, ce que tu disais sur l'unité de l'intellect, ça se comprend très bien comme ça. Ce n'est pas forcément seulement le discours de la science, mais il est vrai qu'on pense tous la même chose à un moment donné de l'histoire. On pense tous la même chose parce qu'il y a des agencements signifiants, il y a des chaînes signifiantes, donc la télépathie, c'est même pas si étonnant que ça, parce qu'on a tous les mêmes idées au même moment, parce que les signifiants sont agencés d'une certaine manière. Donc voilà, je me dis finalement, il a ce qui expliquerait aussi l'accusation d'athéisme, ou cette image de l'œil des anti-avéroïstes qui auraient bien saisi qu'il y avait là quelque chose qu'on n'arrive pas à spéculariser. C'est vrai que tu essayes de le remplir, de dire des choses pour qu'on se le représente, mais c'est quand même une pensée qui nous pousse là, à la limite de ce que peut être l'altérité comme telle, comme trésor des signifiants, comme dit Lacan. Voilà, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Je te dis juste une chose, ouais. J'ai parlé dans le livre, j'ai fait un chapitre sur le miroir, là, oui, ouais. Sur l'épisode freudien, Ouais. parce que tu as dans le texte d'Averroès, dans un petit texte, tu as une représentation du processus de connaissance qui prend le modèle du renvoi spéculaire. Et tu as un jeu de miroir interne, de la sensation jusqu'à l'imagination, entre l'imagination et les différents stades cérébraux de travail sur l'image. Tout est un jeu de miroir, et à la fin, il y a un ultime renvoi vers un ultime miroir, qui serait celui de l'intellect. Et là, précisément, c'est là que les latins attaqueront, diront... Eh oui, mais le problème, c'est que là, c'est plus en nous, c'est plus moi, c'est plus le dernier reflet. Le dernier reflet n'est pas de moi, n'est plus moi, n'est plus voilà. Donc ça va complètement dans le sens. Alors il y a un... Pardon, Pierre-Christophe, on ne va pas pouvoir. Merci beaucoup Hélène Leuillet. Si vous voulez bien, Mathieu, nous donner la question du chat. Merci beaucoup. Alors, on vous demande si le discours de la science serait l'unicité d'Averroès. Le discours de la science serait l'unicité. Il faudrait savoir ce qu'on entend par discours de la science. Discours, ça ne me plaît pas trop, parce que discours, ce n'est pas l'unicité. Donc, telle quelle, l'expression discours de la science, ça me semble au contraire aller dans un sens inverse. Il faudrait voir, je suis désolé, je ne peux pas répondre autrement que comme ça, mais la formule, ou alors la personne l'entend en un sens très particulier, mais telle quelle, la formule serait au contraire du côté de l'appropriation par le sujet de l'intelligibilité scientifique, et donc pas du côté de l'unicité. C'est comme ça que je répondrai, disons, de façon un peu rigoureuse. Maintenant, il faudrait s'entendre sur le terme. Allez, une dernière, mais brièvement, si vous voulez bien. Il y a juste quelque chose, là, je n'ai pas trop bien compris. Le monde est autant que Dieu le pense, un intellect qui fait être ce qu'il pense, d'accord. Et puis après, il y a marqué l'Averroïsme, il n'y aurait plus rien à fantasmer. C'est pas contradictoire? Ah si, enfin non, ça je sais pas si c'est contradictoire, mais je pense que quand on attaque un système, on n'est pas forcément cohérent. Donc moi, je me suis placé du côté des adversaires, et leurs attaques sont multiformes. Donc elles ne sont pas toutes, c'est pas un système de l'attaque, l'anti-avéroïsme n'est pas cohérent lui-même. Donc toutes les entrées, parfois, ne convergent pas, et elles disent des choses qui ne s'accordent pas les unes avec les autres. C'est aussi le caractère fascinant de cet auteur, c'est qu'il autorise toute forme d'attaque qui ne sont pas compossibles. Bon, merci bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet, merci Pierre-Christophe Catlino. Et donc samedi, nous nous retrouvons pour la journée sur l'Organon d'Aristote, étudié par le biais de son positionnement sur les questions de l'identité,
dans un film, donc aristotélicien encore, mais avec des résonances contemporaines peut-être encore plus fortes que ce soir. Merci beaucoup à tous, à bientôt.